Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Heureux de vous retrouver évidemment ce mardi matin. Nous sommes le 14 mai 2019. Bonjour à vous, merci à vous qui nous regardez à la télévision. Vous nous écoutez à la radio également sur Espace Radio ici à Conakry, partout à l'intérieur du pays sur nos différentes antennes locales, mais sinon aussi d'autres radios qui relayent cette émission. Merci à vous tous à l'international, mesdames et messieurs. Plusieurs moyens s'offrent à vous pour réagir évidemment à nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce que je vous recommande fortement d'ailleurs, hashtag Espace GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, l'équipe composée de Mahmoud Kondé à la réalisation côté télé, Mohamed Diaby réalise cette émission du côté de la radio. Merci à vous à l'international. L'UFDG dans le viseur du parti au pouvoir, et celui-ci juge extrêmement grave et dangereux les récents propos tenus par deux hauts responsables du principal parti d'opposition en Guinée. Il s'agit d'une part de Ousmane Gawal Diallo qui avait déclaré que s'il le faut, et là Cellou Dalein Diallo sera installé par un coup de force dans le fauteuil présidentiel en 2020, quel que soit le prix à payer. Et d'autre part, de Dr Fodéoussou Fofana qui a appelé évidemment ce week-end les militants du parti au djihad. Quelle est la vérité, la gravité, pardon, si tu poses cette question de ces déclarations, quelles peuvent être leurs conséquences politiques? Notre invité de parcours ce matin, mesdames et messieurs, évidemment, c'est bien sûr monsieur Amadou Damaro Camara, il faut le dire. Il est député, chef de la majorité présidentielle à l'hémicycle. Il sera dans ce studio, mesdames et messieurs, avec l'équipe des grandes gueules. Abouakar Dello, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Moussa Moïsila. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, il s'aime hein, Moussa, hein tu t'aimes bien? Je m'aime très bien. Eh ben oui, ça se voit. Mon cher Robert, comment ça va? La jalousie personnifiée. Eh ben oui. Bonjour. Bonjour. Ça va Robert? Ça va. Monsieur Robert, vous allez bien ce matin? Je sais pas quelle est la décision que vous avez prise de m'appeler. J'en sais rien du tout, ça m'a rassuré qu'il a démarré hier. J'en sais rien du tout. Voilà, Robert, t'es devenu sage quand même. Hein? Ça fait plaisir. Non, appelez-le durant ce mois de Ramadan Malik. Malik Koulemou. C'était mon nom de baptême. Malik Koulemou. Non, c'est Malik Koulemou. Voilà, donc Koulemou c'est Diakité en Haute-Guinée, c'est un peu ça? C'est un cousin. C'est un cousin. Oui, c'est un cousin à moi. Le cousin aussi distant? Bien sûr. Le chapelet, il est où? Il manque plus que ça. Voilà. Mafoudia Bangoura, bonjour. Bonjour Lamine. Bienvenue, comment ça va ce matin? Bien. Voilà. Et cette révélation d'Abouakar Diallo? Les grandes gueules. Là, on a appris, comme ça se passe souvent dans la cocoterie politique en Guinée, que l'honorable, parce qu'il est devenu honorable Cheikh Touré, qui avait pris la tête de la contestation au port autonome de Conakry contre l'arrivée de la société Al-Barek, et tout le monde a suivi cela, toute la grogne qui s'était emparée du port autonome de Conakry contre le contrat de cession, de concession d'une bonne partie du port autonome de Conakry à la société turque Al-Barek. Finalement, Cheikh, il va être extirpé du port, on va lui mettre un gros bœuf sur la langue. Les grandes gueules. On va l'envoyer, on va l'exiler. On va l'exiler dans un parlement périmé. Oui. Parce que s'il a fallu, c'est une déportation. Il a fallu cette grâce que le président leur a faite, de prendre un décret de prorogation de leur mandat pour que Cheikh continue donc de siéger au sein de l'Assemblée nationale. Ce qui arrive, c'est que depuis le Parlement, il continuerait toujours de nourrir la contestation au sein du port autonome de Conakry, et parce qu'on sait que les grandes manœuvres sont en cours pour que Al-Barek s'installe, et j'ai même vu des images sur les réseaux sociaux de l'arrivée d'une grue de grande capacité au port autonome de Conakry, donc qui peut charger des tonnages importants par heure et par jour au port autonome de Conakry. Donc pour apaiser et faciliter l'installation donc en douceur de cette société, pour qu'elle puisse prendre ses marques, qu'elle puisse s'installer, Cheikh aurait demandé donc un pot d'or de 500 000 dollars pour donc faciliter cela. Donc c'est quand même une information, si elle s'avère, qui serait très très grave pour l'image de
notre Cheikh Traoré national, qui en ce moment même fait aussi dans la contestation contre un éventuel projet de 3e mandat, et régulièrement il publie sur ses pages la mise en place de comités de défense. Il appelle cela comité de défense de la Constitution. On le voit très actif du côté de Kaloum. Donc beaucoup se posent la question, est-ce que c'est probablement parce qu'il n'aurait pas reçu cet argent, ce pot d'or pour le moment, qu'il s'agite, il mène cette contestation du côté à la fois au plan politique, mais aussi au niveau du port autonome de Conakry. Toujours est-il que c'est une information de source très très digne de foi. Donc c'est important que qu'on puisse l'interpeller sur la question, qu'on sache, parce que sur notre antenne, il avait dit ici que chaque fois que lui il partait en Europe, donc c'était un enfant de riche, des milliers d'euros, donc qu'il amassait, donc il prenait sur lui pour aller les gaspiller en Europe. Donc c'est quelqu'un qui devrait être habitué à l'argent, donc qui connaît l'argent, qui a le goût de l'argent. C'est probablement un bourgeois. C'est un bourgeois. Il peut passer pour un bourgeois. Donc c'est tout naturellement qu'il peut être tenté de demander autant d'argent. C'est que Al-Barak, l'habitude, ce qui pourrait être quand même extrêmement grave si cela s'avérait. Justement, vous savez, quand la chute d'un bourgeois est catastrophique, vertigineuse, eh ben dis donc, il en demande toujours trop, il devient assez gourmand et donc toutes les propositions sont alléchantes. C'est vrai. Non mais c'est vrai, même chez les je vais dire les éléphants quoi. Je parle des hommes politiques et tout ça. Il y a d'autres qui aiment la belle vie. Il faut quand même. Mais la vie luxueuse et tout ça, mais c'est dingue quoi. Je te jure. Il faut quand même. Quel est le politicien luxueux à Guinée? Allez, Titi, ne me pas parler ce matin, s'il te plaît. Vas-y, mon cher Roby. Vas-y, mon cher Roby. C'est pas lui. Bien sûr. C'est notre voisin à côté. Allez-y. Non, mais c'est le ministre Boucantier. Allez-y, Roby. Ça, c'est un nom, c'est un titre. Mais en réalité, dans le vécu même, on t'en citera d'autres. Mais ce que je voudrais dire, c'est que. Mais c'est grave. C'est très grave. Si ça s'avère vrai, parce que mon petit doigt me dit que ce monsieur, il est de l'UFR quand même. Et l'UFR, c'est l'arbre à battre. Voyez-vous. Un petit peu. Les grandes gueules. Est-ce que ça a vraiment un lien? Ça c'est rien du tout, mais voilà, mais je dis ça et je dis rien du tout, tu comprends ce que je veux dire, donc c'est un peu dans ce sens. La question est légitime, de toutes les façons, la question est légitime, mais moi ce que je voudrais, sur quoi je voudrais insister, c'est surtout les révélations d'Abakar. Si ces révélations-là sont avérées, ça veut dire que ce chèque aura mené tout ce qu'ils ont suivi dans cette bataille au niveau du port, il aura mis complètement le doigt dans l'œil, et vous ne pouvez pas être devant une guerre, vous drainez le monde, et tout ce monde-là, ce sont les dockers, ce sont les ouvriers, ce sont les vrais gens, les grandes gueules qui se débrouillent au quotidien pour gagner leur vie. Vous réussissez à les convaincre, à les manipuler mentalement et moralement, vous les faites suivre dans votre combat, et à la fin, vous les utilisez pour pouvoir arriver, vous, à vos fins. Bon, est-ce que s'il a perçu vraiment cet argent-là, je pense que ce monsieur mérite d'être lesté en justice pour s'expliquer, parce que c'est un fait de corruption énorme. Donc il faudrait qu'il s'explique là-dessus. Et la société Al-Barak ou l'État, ceux qui d'une part ou d'une autre auraient certainement, encore si l'argent a été donné, auraient donné cet argent-là à chèque, je pense que c'est de la grosse corruption. Le combat au port du port autonome serait entaché de cette malversation financière qui finalement viendrait que aggraver le sort de ceux qui se sont mêlés dans ce combat et qui ont perdu non seulement le combat, mais parfois d'autres ont perdu leur poste de responsabilité, d'autres ont perdu leur vie quotidienne, la recherche de leur vie, de leur pitance quotidien. Donc je pense que c'est une corruption, mais qui a vraiment explosé l'autre République de Guinée, le port. Oui, République de port. Allez-y, Mafoudia. Alors, c'est vrai qu'à ce stade, moi, j'aimerais bien écouter Monsieur Silla. Et même si on l'écoute... Cheikh Touré, voilà. Et même si je l'écoute, ce que je voudrais davantage, c'est d'avoir des éléments. Parce qu'effectivement, deux scénarios sont possibles. On a vu les businessmen des crises ici. Il y en a qui ont besoin qu'il y ait des problèmes pour qu'on se propose un solutionneur et qu'on soit le répondant premier, celui vers qui on viendrait et du coup, être à mesure de proposer ce qu'on veut. Et quand on est face à des investisseurs qui ont envie de moins de bruit, bien sûr, ils peuvent mettre la main à la poche et vous donner. Et l'autre scénario aussi qui est possible, c'est qu'on monte, si on veut, cette information de toutes pièces
pour pouvoir décrédibiliser monsieur Touré, c'est cela. Les deux scénarios sont possibles. Politiquement, c'est possible. Quand on sait ce qu'il a fait vivre au pouvoir de ce côté, quand il a mobilisé, il y a quand même du monde qui est derrière lui. Et il est parti, il a mis sur table tous les problèmes et les dockers, tous ceux qui travaillent là-bas, les ouvriers, l'ont suivi. Donc c'est quelqu'un qui n'est naturellement pas si on veut, l'ami du pouvoir. Et bien évidemment, le pouvoir voudra l'écarter. C'est quelque chose qui peut arriver. Et l'écarter, ça ne passe pas forcément par l'emprisonner ou lui faire du mal. C'est des fois sortir des informations pour décrédibiliser. Nous qui sommes dans les médias, nous connaissons cela. Des fois, des informations sortent sur toi. Tu ne sais même pas d'où c'est venu, mais on te dit, on t'accuse de cela. Mais justement, le malheur, c'est que ça passe par moments parce qu'effectivement, les gens sont friands des rumeurs, les gens sont friands des buzz. C'est ce que je veux dire. Les deux scénarios sont à vérifier. Il faut connaître les éléments des deux et ça ne se tient pas aux propos des uns et des autres parce qu'on peut avoir ce concerné aujourd'hui, il nous dira bien évidemment, c'est tout à fait naturel, il nous dira que c'est tout à fait faux, c'est un mensonge et tout ceci, mais justement ça dépendra de l'autre camp d'apporter des éléments pour qu'on ait la preuve qu'effectivement c'est un monsieur qui s'est servi de tous ces Guinéens qui triment là-bas, qui ont du mal à subvenir à leurs besoins, qui souffrent là-bas, mais qu'on ne paye pas à la valeur, à la comment je vais dire ça, à la hauteur, merci, de leur travail. Et maintenant que lui vient se servir de ces personnes, et bien évidemment on a besoin de comprendre. Oui, mais partant des déclarations de ce même Cheikh dans ses studios, partant de Cheikh Touré, partant du début de l'événement au niveau du port autonome, si vous voulez, la teneur qu'avaient pris les mouvements de contestation au niveau du port autonome, et partant du fait que le mouvement là s'est étiolé tout d'un coup et on n'a plus rien compris, tous les acteurs ont disparu, chacun est allé à l'Assemblée nationale, il était tout heureux. Voilà, chacun est parti dans son coin, on s'est éclipsé comme ça tout d'un coup, on a laissé les travailleurs du port autonome à eux-mêmes, on les a laissés sous le courroux de Albarak. Ça suffit pas. Mais ça suffit pas, mais oui, mais ça suffit pas. Oui, mais à 70%, il y a comme connaissant aussi ce pays, MAF, 70%, je mettrais mon droit à couper qu'il y a eu de la corruption derrière. Tous les acteurs qui étaient devant cette grève-là, ces gens qui faisaient de la voix, qu'on entendait vociférer ici, qu'on entendait dire à bout de champ que Albarak ne gérerait pas le port autonome de Conakry tant que nous serons là. On sait très bien la teneur du discours qui était tenu à ce moment-là. Et puis tout d'un coup, tout le monde a disparu. Plus rien. Mais juste, en fait, je ne te contredis pas, Roby. Je suis tout à fait d'accord. C'est pourquoi au début, j'ai parlé des businessmen de la crise. On se rappelle des syndicalistes. Lorsqu'on a reçu, bien après la grève, monsieur Massari qui nous parlait de cette prime qui était décidée pour les syndicalistes qui étaient à la tête et les travailleurs n'étaient même pas au courant. C'est pour vous dire qu'après, lorsqu'il y a crise, tout le monde est au mur. C'est-à-dire, il y a des gens qui se proposent solutionnaires. Ça, on connaît, on est habitué et ça continue. Les gens qui continuent de s'enrichir sur le dos des pauvres en se prononçant au nom de la population alors qu'ils ne sont même pas... C'est comme les politiciens. C'est quelque chose qui arrive. Mais justement, l'autre alternative à ne pas écarter, c'est qu'on sorte des informations pour salir un monsieur. Et c'est ce que je dis. Moi, je reste sur ma fin tant que je n'aurai pas... Je reste dans cette instance. Je n'ai aucun intérêt à dire qu'il a été corrompu alors que je n'ai pas les éléments. Je ne peux pas. Allez-y, Titi. Non, mais je pense qu'il y a quand même un peu de dose d'innocence chez moi. Ça se comprend. Oui, allez-y, Titi. On ne peut pas dans ce studio. On ne peut pas être aveugle quand même à ce point, ma s'il te plaît. Allez-y. S'il te plaît. On ne peut pas se permettre dans ce studio quand même. J'ai dit ici, et c'est moi qui ai donné l'information, je l'assume. Je pense que c'est même pas confraternel, que c'est extrêmement d'une source très très digne de foi. Donc je m'amuse pas. Alors là, pas du tout. Je pense que ça a même été pratiquement le cas hier aussi. Et après, on a vu ce qui s'est passé. C'était extrêmement construit, c'est que j'ai donné comme information hier. Et c'est comme ça que ça s'est passé concernant le président. Donc je ne vais pas m'amuser à fabriquer des choses et à mettre sur le compte de quelqu'un. Ce qu'il faut dire, et Roby faisait bien de le relever, personne ne peut comprendre, sauf peut-être si vous avez des éléments à fournir à nous ici.
comment cette contestation s'est éteinte d'elle-même. On a vu, c'est vrai, que Cheikh, parce que il n'y avait aucun lien d'ailleurs, Cheikh se battait avec l'UFR pour récupérer le siège laissé vacant par Badi Arubo, qui avait été fait vice-gouverneur, deuxième vice-gouverneur de la Banque centrale. Ça a été une bataille longue, même au plan judiciaire. Finalement, c'est le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle, qui a rétabli Cheikh. Finalement, même pour qu'il puisse être installé dans ce siège, il a fallu toute une bataille. Cela a été fait au moment où cette contestation était à son pic. Mais il faut vraiment détacher les faits. C'est vrai que Cheikh a rejoint le Parlement, mais cela n'avait pas complètement permis de contenir les ardeurs du monsieur qui avait continué. Il était même venu ici, il avait dit qu'il serait à la fois au Parlement et au port. On lui avait opposé la loi pour lui dire qu'il ne pouvait pas plus continuer à être à la tête du syndicat au port, étant donné qu'il n'est plus travailleur du port. Effectivement. Mais ce qui est à dire, c'est que de loin ou de près ou de loin, Cheikh reste influent au sein de l'association des travailleurs du port. Donc, dans les rangs des travailleurs du port, il continue d'avoir de l'influence sur certains hauts responsables qu'il a laissés là. Donc c'est dans cet ordre d'idée que nous apprenons de sources mais alors très très digne de foi que Cheikh aurait demandé cet argent pour pour faciliter l'installation d'Al Barak. Donc c'est pas du tout quelque chose de fabriqué de briques et de broc. Voilà, pour votre gouvernement, madame. Allez-y, mon cher Moussa. Je trouve que Cheikh Touré, c'est quelqu'un. Il décroche pas le téléphone ce matin. Il décroche pas. J'ai tenté également de le joindre. C'est aussi quelqu'un qui peut pas décrocher. Comme Abakar disait, on a mis un gros buzz sur la langue. Non, faut pas les trouver ta besogne. Moi, je suis en TGV. De par son physique, mais de par son engagement aussi syndical. Oui, je le dis, c'est quelqu'un qui en impose. Vous pouvez regarder sur les deux caractéristiques, il en impose. Maintenant, vous avez vu qu'il a donné du fil à retordre à Al Bayrak, à qui je dis Al Barka, pour tout ce qui est en train d'être fait, même si derrière Al Barka, il y a beaucoup de choses qu'on prend au peuple. Je trouve que Cheikh a donné une sorte d'insomnie aussi au pouvoir à un moment donné, en réussissant d'ailleurs à mobiliser autant de personnes. Il a vraiment réussi à créer, à faire sortir une sorte de sueur froide sur le dos de certains gouvernants. Un tel monsieur qui mène un combat, qui a eu autant d'écho, je pense que pour une grande société, parce qu'Al Barak, c'est pas une minuscule société. C'est clair. Lorsque vous avez un petit tuyau, soit-il crevé ou soit-il vrai, vous allez l'exploiter, l'utiliser pour vous débarrasser entre guillemets de celui-là par le passé qui vous a créé d'énormes soucis ou qui est susceptible de vous en créer encore. Alors donc je pense que Al Barak, si Cheikh, si tant est qu'il ait passé un coup de fil ou qu'il ait démarché pour demander ces 500 000 euros, Al Barak alors 500 000 $, donc Al Barak aurait pu saisir ce bout d'information pour abattre Cheikh. C'est parce que c'est sans pitié eu égard à ce que l'homme a réussi à faire par le passé. Mais je me dis que une telle chose ne se passe pas sans preuve. Al Barak doit exposer les preuves. J'apprends qu'un courrier aurait été adressé à Cheikh de la part d'Al Barak, qui aurait répondu à Cheikh que c'est pas une société qui fait dans la conspiration, qui fait dans la corruption, qui fait dans les pots de vin. Il faudrait que la société prenne sur elle le courage de publier cette lettre. Ça met automatiquement fin au débat. Moi, ce que je trouve. Mais sinon, Cheikh, on l'entendra s'il décroche, je ne sais pas s'il dort, parce que c'est un gros bourgeois, il doit dormir. Possible. Voilà, il est député de la prison à l'hémicycle. C'est un destin fabuleux. Des grandes gueules. C'est un destin fabuleux. Et c'est un monsieur qui est comme un chef de village à Kaloum. J'ai pu le rencontrer un dimanche. J'allais à mon propre programme, mais je l'ai vu entouré de jeunes. Vous savez, j'avais l'impression que c'était le chef des cantons qui parlait à ses c'est le remplaçant de Badi Aribo. Donc il a vraiment une certaine influence à Kaloum. Et il faudrait quand même, à la suite de ce débat, je trouve que c'est un débat normal, il faudrait que Cheikh prenne la parole, qu'il puisse s'exprimer. C'est aussi simple que ça, parce que là, les faits sont graves quand même, honnêtement parlant. Ce qui est constatable, c'est quand même le fait que le combat contre Al Barak,
contre qu'on appelle la vente, la concession d'une partie du port autonome, ce combat-là, c'est beaucoup amenuisé. Ça, au moins, c'est une réalité. C'est une réalité. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce qu'on lui a dit que voilà, ce n'est plus possible que vous soyez à l'hémicycle et que vous menez le combat, mais le combat sénégal ne repose pas sur la tête, sur les épaules d'une seule personne. Voilà, je pense que le port autonome, si on doit lutter pour que le port puisse au moins appartenir d'abord aux Guinéens, Cheikh n'est pas le seul capable de mener ce combat. Il aurait pu, par un jeu de remise de flambeau, de relais, il aurait pu quand même permettre que ce combat soit mené, puisque c'est un combat qui est noble. Mais on n'en parle pas, et Al-Barak a commencé déjà à s'installer, donc va commencer à exploiter le port. Allez-y, mon cher Roby. Elle s'est installée. Elle s'est installée. La preuve, c'est le matériel lourd qui est en train d'être acheminé du côté du port et la performance du travail qui est en train d'y être mis. Mais ce que je sais, moi, c'est que les firmes internationales, dans des situations pareilles où on parle de corruption, que ce soit l'acteur externe à la firme qui demande, ou que ce soit la firme qui demande à l'acteur externe de prendre un pot de vin pour pouvoir calmer la situation, généralement elles sont très prudentes à divulguer un quelconque courrier lié à une telle négociation. Et donc moi je voudrais dire encore une fois, à partir du moment où Al-Barak a gagné la bataille d'installation au sein du port autonome, je ne vois pas ce qu'ils ont à faire à divulguer des courriers de négociation sur des sommes qui, versées ou pas, auraient servi à atténuer la rage de ceux qui voudraient que cette société-là ne s'installe pas. Moi, je pense que l'acteur, celui qui doit nous édifier, c'est Cheikh lui-même qui doit prendre la parole publiquement et démentir, preuve à l'appui qu'il n'a pas demandé. Encore une fois, on est dans la position où on dit qu'il a demandé. C'est pas qu'il a forcément reçu les 500 000 $. Mais il aurait demandé 500 000 $ pour qu'il puisse jouer son rôle, le rôle d'atténuer, d'apaiser sa cohorte de personnes qui le suivaient lorsqu'il était encore en tête du mouvement de contestation au niveau de la République du port. Les grandes gueules. Ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, Cheikh doit prendre la parole. Il dit qu'il est bourgeois, il est habitué au luxe, c'est vrai, mais à un moment donné, quand la vie est dure, on tend la main. Et ce qu'il ne faut pas écarter aussi, c'est que la demande pourrait aussi venir de la société Al-Barak. On sait que je comprends très bien. Tout est possible. On est en train de parler de toutes les possibilités. Je ne sais pas pourquoi vous vous offusquez. Oui, mais pas du tout. On s'offusque pas. Non, c'est très clair. Tu es trop prudente. Parfois, il faut se jeter à l'eau. On n'a pas à se jeter à l'eau, parce que se jeter à l'eau et descendre sur une position, ce serait priver cette partie de toute possibilité de se défendre dans le dossier. Qui ne risque rien à rien. Ça, c'est de ton côté. Moi, je ne veux pas prendre ce risque-là. Alors, moi, ce que je dis, c'est que la société Al-Barak, même, on a vu avec des sociétés qui font même le pas vers des gens qui les dérangent pour dire, écoutez, tenez, on vous propose ceci, on voudrait que vous vous taissiez. Bon? C'est des possibilités, c'est des scénarios qui existent. Mais arrêtez ça. Nous, on ne le savait pas. C'est sûr que c'est pas. Bon, c'est une possibilité et vous le savez clairement. Donc, à ce stade, comme l'a dit Moussa Moïse, qu'Al-Barak donne les preuves, parce que ce qu'on veut, ce sont des éléments comme quoi ce monsieur a demandé à ce qu'on lui donne de l'argent pour pouvoir faire taire les Guinéens qui manifestent de ce côté. Bien, allez, qu'est-ce qui se passe, Moussa Moïse? Là, je comprends pas ce que tu veux dire. Depuis hier, je souhaite parler. Ok, il n'y a pas de problème. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.